Bonjour, on va démarrer ce rendez-vous de la santé-sécurité dans quelques instants, le temps de laisser le temps de connexion et on démarre. Ça va être les derniers arrivés. Voilà, c'est en train d'arriver. On va pas tarder à commencer. Allez, on attaque. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau rendez-vous santé et sécurité au travail organisé par l'UPV en collaboration avec la DETS du Var, la CARSAT Sud-Est et Odalia. Ce matin, nous allons aborder le sujet de la prévention des risques liés aux interventions d'entreprises extérieures. En effet, la prévention dans le cadre de la coactivité entre entreprises utilisatrices et entreprises extérieures est souvent perçue comme une simple contrainte administrative. Les inspections communes sont parfois menées trop rapidement, les plans de prévention et protocoles de sécurité se limitent à de simples formalités. Les conséquences sont bien réelles, le nombre d'accidents est encore trop élevé. Chaque intervention, qu'il s'agisse de nettoyage, de maintenance, de travaux ou de transport, doit être envisagée comme une situation à risque qui exige une préparation rigoureuse et une coordination. Les entreprises utilisatrices, comme les entreprises extérieures, ont chacune un rôle à jouer et une responsabilité à assumer pour garantir la sécurité de tous. Alors ce matin, au cours de ce rendez-vous, nous allons aborder le cadre réglementaire, les bonnes pratiques, ainsi que l'élaboration et la gestion des plans de prévention et protocoles de sécurité. Comme d'habitude, nous avons réuni une équipe d'experts qui partagera avec vous leur expérience et répondront à vos questions. Ils se présenteront à tour de rôle au moment de l'intervention. Un grand merci à toutes et à tous pour votre présence. Un grand merci à nos intervenants. Je vous souhaite une bonne conférence et je passe la parole à Isabelle. Merci beaucoup, Philippe. Bonjour à tous. Alors, nouvelle conférence aujourd'hui sur une thématique qu'on a déjà abordée il y a quelques années, sur la problématique de la coactivité, des interférences entre entreprises extérieures et entreprises utilisatrices, de plans de prévention, de protocoles de sécurité, des sujets qui sont très larges et parfois un petit peu nébuleux, de savoir quel document on fait ou on ne fait pas et dans quel cadre on le fait. Pour évoquer ce sujet, nous sommes tous les trois ici présents pour à la fois vous présenter ce que peut être un plan de prévention et ce que peut être un protocole de sécurité. Et je vais laisser dans un premier temps la parole à Yves-Laurent Dadoun, inspecteur du travail de la DETS du Var. Et puis avec mon collègue Christopher Bonvalet et moi-même, on reprendra le sujet cette fois-ci autour des bonnes pratiques. Donc, on va aborder vraiment le champ de la réglementation et de ce qui encadre ces deux documents et ce qui est pour nous une bonne pratique à mettre dans l'entreprise. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et on aura l'occasion à la fin de notre webinaire d'y répondre de manière formelle. Si ce n'est pas le cas, on vous fera des réponses de manière individuelle. Petite chose également, c'est que ce diaporama vous est transmis dès la fin de ce webinaire, dès lors qu'on a vos adresses mail, puisque vous êtes inscrits. Donc, vous aurez l'entièreté de ce diaporama. Je laisse donc la parole à Yves-Laurent Dadoun. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Yves-Laurent Dadoun, je suis inspecteur du travail à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Var, la DETS 83. Je suis inspecteur du travail depuis 20 ans et donc je vous présenterai le plan de prévention. Donc, le plan de prévention, c'est, pour faire simple, c'est la réponse au fait que les entreprises recourent régulièrement ou ponctuellement à des entreprises extérieures pour du personnel, avec du personnel qui n'enlève pas de leur direction. Tous les secteurs sont concernés, dans tous les secteurs d'activité, et ce qui crée des risques d'interférence. Le constat, c'est que sur 100 victimes d'accidents du travail mortel, 15 appartiennent à des entreprises extérieures. La cause principale, elle concerne principalement la préparation d'intervention, l'évaluation des risques propres à chaque entreprise liés à la coactivité, l'information ou la formation des salariés et le suivi de la mise en œuvre réelle des actions de prévention définies. Et donc, dans ce cas-là, dès lors qu'une seule entreprise extérieure intervient dans une entreprise utilisatrice, le plan de prévention est obligatoire. Alors, quelques éléments de langage. L'entreprise utilisatrice, c'est l'entreprise qui utilise des services d'entreprise extérieure lors d'une intervention qui est réalisée sur son site. L'entreprise utilisatrice n'est pas forcément propriétaire des lieux, elle peut être locataire, exploitante ou gestionnaire. L'entreprise extérieure, c'est l'entreprise qui effectue l'intervention dans l'enceinte de l'entreprise utilisatrice avec ses propres ressources matérielles et personnelles. Cette entreprise extérieure peut être une entreprise intervenante ou une entreprise sous-traitante.
Ce qu'on appelle risque d'interférence, c'est les risques supplémentaires qui vont s'ajouter aux risques propres à l'activité de chaque entreprise, propres au site et propres à l'activité professionnelle. Et le tout sur un même lieu de travail. Donc l'intervention, c'est la prestation de services ou de travaux réalisés par l'entreprise extérieure dans le cadre de l'opération. Et donc l'opération, ça peut être une ou plusieurs interventions réalisées par une ou plusieurs entreprises de façon simultanée ou pas, afin de concourir au même objectif. Et Philippe, vous le rappelez, ça peut être dans tous les thèmes: maintenance, réparation, travaux neufs, gardiennage, sécurité, restauration collective, propreté, etc. La réglementation a exclu des dispositions du plan de prévention les chantiers du BTP et de génie civil, notamment ceux qui sont soumis à la coordination pour la sécurité et la protection de la santé, qui ont des dispositifs spécifiques, les chantiers du BTP clos et indépendants, et les opérations de construction et de réparation navale. Je vous rappelle qu'effectivement, les artisans et les entreprises unipersonnelles qui interviennent chez des particuliers employeurs et les entreprises de travail temporaire ne sont pas concernées par cette obligation de plan de prévention. On en reparlera un peu plus tard, mais les opérations de chargement et de déchargement donc liées aux véhicules de transport n'entrent pas non plus dans le dispositif de plan de prévention, mais dans l'obligation d'élaborer un protocole de sécurité qui est adapté à l'activité des transports. Ce protocole, on en reparlera, est renouvelé à chaque opération, c'est pas répétitif, et lorsque le transporteur n'est pas identifié, l'entreprise utilisatrice doit recueillir les éléments pour pouvoir faire ce protocole de sécurité, mais on en parlera en fin d'intervention. La base réglementaire. La base réglementaire, c'est d'abord une directive de CE de 1989 relative à la santé et à la sécurité, puis une loi de 1991 qui va abroger les dispositions passées et qui maintiendra quand même la notion de coordination sur le BTP à construction navale. Le décret finalement de 92 du 20 février 1992 qui va être codifié dans le Code du travail aux articles R4511.1 à R4514.10 du Code du travail, et une circulaire du ministère du Travail, de la direction du travail, qui, le 18 mars 1993, va apporter des précisions sur ces notions d'entreprise extérieure ou entreprise utilisatrice. Donc, le texte de base, c'est le R4512.7 qui va nous demander que le plan de prévention sera obligatoirement établi par écrit dans deux cadres précis. Le premier cadre correspond au nombre total d'heures de travail prévisibles travaillées sur une période au moins égale à 12 mois, qui va être de 400 heures. Et le deuxième cadre, c'est une liste de travaux qui est arrêtée par un arrêté de 93 pour le régime G, du dîner 94 pour l'agriculture, qui sont dits les travaux dangereux. Donc, dans ces deux cadres-là, le plan de prévention sera obligatoirement écrit. Mais en dehors de ce cadre, il n'empêche qu'une entreprise extérieure intervenant dans une entreprise utilisatrice devra faire son plan de prévention qui, lui, pourra être fait oralement. Donc, un document écrit, c'est-à-dire que le point de départ, c'est les 400 heures. Donc, ce point de 400 heures va inclure ce qu'on appelle les heures travaillées en jour, en comptabilisant tous les travailleurs participant à cette opération. On va aussi intégrer sur 12 mois qu'ils soient continus ou discontinus. Et le calcul sera réactualisé. Si des entreprises doivent se rajouter dans l'opération, ben on recalculera. Donc R4512 du Code du travail donc, précise bien cette obligation d'écrit. Et cette obligation d'écrit, elle est d'autant plus qu'elle est transmise à l'inspecteur du travail lorsqu'on est dans ce cadre-là. De même, l'inspecteur du travail peut demander aux entreprises extérieures qui interviennent dans une entreprise utilisatrice de nous communiquer l'état des heures travaillées sur le site. Donc, sur la réglementation, ce sont différents textes du Code du travail, de R4511.5.1 à R4514.10 du Code du travail, qui va bien cadrer l'intervention, les obligations du chef de l'entreprise utilisatrice, qui assure la coordination générale de prévention. Cette coordination générale vise à prévenir les risques liés aux interférences entre les activités. Et la pierre angulaire étant que les employeurs se communiquent dans le cadre d'une visite d'inspection commune, tous les éléments liés à cette sécurité à coordonner. Et l'entreprise utilisatrice va coordonner également les activités nouvelles lorsque le déroulement des travaux fera apparaître des modifications de mode opératoire.
Donc, l'inspection commune préalable est l'élément qui va permettre de déterminer ou pas la présence de risques d'interférence. Cette inspection commune préalable est une obligation. C'est elle qui va fixer l'inspection commune des lieux et des matériels à utiliser. C'est elle aussi qui va fixer la possibilité de mise à disposition de matériel. Par ailleurs, l'entreprise utilisatrice, donc, qui accueille l'entreprise extérieure, doit prévoir des réunions périodiques de coordination qu'elle a définies avec son entreprise qu'elle accueille. La réglementation impose qu'au-delà de 90 000 heures sur 12 mois, ces réunions sont régulières. Il me manque l'image en haut. Donc ça, c'est le contenu du plan de prévention. Le contenu du plan de prévention est défini à R45-12-8 du Code du travail, qui définit les phases d'activité. Donc le plan de prévention va définir les phases d'activité dangereuses, les moyens de prévention spécifiques à mettre en œuvre, l'adaptation des matériels, l'installation des dispositifs liés à la nature des opérations effectuées, les instructions et les formations à donner aux salariés, l'organisation mise en place pour les premiers secours, les conditions de la participation des salariés d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre, lorsqu'il y a une coordination entre deux entreprises, les mesures d'accès aux espaces de vie, aux locaux sanitaires et vestiaires, les dispositions prises pour les travailleurs isolés. Donc vous voyez bien que c'est très large et du coup le plan de prévention devra aussi regarder la répartition des charges lorsqu'il y a l'obligation d'investir. Et donc dans ce cas-là, c'est le plan de prévention qui va le préciser. Sur la liste des postes de l'entreprise extérieure, le suivi de l'état de santé de ces travailleurs sera précisé également. Et enfin, bien entendu, l'entreprise extérieure devra prendre connaissance de tous les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche de matériaux contenant de l'amiante et au rapport de repérage. Une fois dit ces deux textes, il n'existe pas de plan de prévention type. Isabelle reviendra là-dessus, mais les préventeurs peuvent vous assister à ce sujet. Donc, le plan de prévention est signé par l'employeur, mais l'employeur peut aussi déléguer cette possibilité, l'employeur d'entreprise utilisatrice, à une personne qui est dotée de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires. C'est prévu par le Code du travail. L'entreprise extérieure qui, elle, intervient en dehors de ses murs, peut déléguer ses attributions à un travailleur, mais pareil, il faudra que ce travailleur soit doté de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires. Il peut être désigné parmi un manager, un cadre de l'entreprise qui intervient chez l'entreprise utilisatrice. Ce qu'on appelle autorité, je préfère vous faire un petit rappel, c'est la possibilité de faire appliquer les consignes, les exigences relatives au plan de prévention, de s'assurer à ce qu'elles soient suivies, d'avoir les moyens financiers, organisationnels et humains, et ça c'est important. Bien souvent, la personne qui a signé le plan de prévention n'a pas les moyens pour louer, pour emménager un local, on peut se donner des moyens et donc du coup ça pose une limite. La compétence s'entend également quand la capacité à prendre des exigences, c'est-à-dire à interdire, à imposer à ses subordonnés des actions. L'obligation de l'entreprise extérieure, le chef d'entreprise doit former son personnel, doit le former avant les travaux, pendant les travaux, selon l'évolution des travaux, et bien sûr, cette formation se fait pendant le temps de travail. L'entreprise utilisatrice doit s'assurer que la formation dispensée par l'entreprise extérieure a bien été dispensée. Alors, sur le contenu, donc je vous disais, les risques identifiés dans le plan de prévention, les mesures prises pour prévenir ces risques, les zones dangereuses de leur signalement et les voies empruntées, qui sont souvent... on se contente de mettre un plan régulièrement, mais sans l'expliquer et sans présenter. Sur le suivi individuel de l'état de santé, donc les médecins du travail des deux entreprises, l'entreprise extérieure et l'entreprise utilisatrice, doivent échanger et collaborer en permanence. Lorsqu'il est écrit, le plan de prévention est tenu à disposition des médecins des deux entreprises, des entreprises intervenantes en tout cas, et les entreprises et les médecins respectifs vont s'organiser pour pouvoir accéder au poste de travail de l'entreprise extérieure
dans l'entreprise utilisatrice. Donc, c'est un accord qu'on peut aussi formaliser. Le médecin du travail dans l'entreprise utilisatrice va communiquer les éléments du dossier médical des salariés à deux conditions. Lorsque le médecin de l'entreprise utilisatrice demande au médecin d'entreprise extérieure le dossier médical du salarié, et bien entendu, c'est avec l'accord des salariés que ça concerne. Le rôle du médecin de l'entreprise utilisatrice, donc c'est toujours par accord entre le médecin et les chefs d'entreprise concernés. Le suivi individuel de l'état de santé peut être réalisé par le médecin de l'entreprise utilisatrice pour le compte de l'entreprise extérieure. On peut imaginer une entreprise extérieure venant d'une région éloignée pour plusieurs mois, donc le suivi pourra être suivi par le médecin du travail local, l'entreprise utilisatrice. Il assure également pour le compte du médecin du travail de l'entreprise extérieure les éléments complémentaires rendus nécessaires par la nature et la durée des travaux, notamment sur les cas de poste à risque identifiés par l'entreprise utilisatrice en raison de son site. Au niveau des représentants du personnel, donc le comité social et économique, le CSE, a à sa disposition le plan de prévention lorsqu'il est écrit. Le plan de prévention et leur mise à jour leur sont communiqués sur leur demande. Et sur leur demande également, ils reçoivent toutes les informations nécessaires pour leurs missions au début. Ils peuvent participer en accord avec les chefs d'entreprise aux inspections communes préalables et, s'il estime nécessaire, émettre un avis sur les mesures de prévention. Donc, pour synthétiser, le plan de prévention, c'est d'abord une formalisation. Il sera écrit pour les travaux d'une durée minimale de 400 heures comportant des travaux dangereux, donc sur l'arrêté du 19 mars 1993 précité. La préconisation donc, de l'ensemble des promoteurs et plus globalement de la jurisprudence, c'est de formaliser par écrit de façon systématique l'analyse des risques liés à l'intervention et les mesures associées à mettre en œuvre pour son bon déroulement. Dans certains cas, les entreprises extérieures vont intervenir sur l'outil de production de l'entreprise utilisatrice, et ce qui va obliger à organiser davantage la surveillance de l'intervenant. Et donc, il faut vraiment que l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure s'accaparent ce plan, et donc, bien entendu, ce plan ne peut pas être sous-traité à un prestataire. Je le rappelais, donc, le chef d'entreprise utilisatrice qui accueille l'entreprise extérieure doit assurer la coordination générale. Elle s'assure donc des interférences d'activité, des installations liées aux installations ou aux équipements, des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs d'entreprise extérieures et du caractère évolutif des opérations. Par contre, je voulais le rappeler, en aucun cas l'entreprise extérieure, utilisatrice, il lui appartient de valider le mode opératoire ou la technique choisie par l'entreprise extérieure qui, lorsqu'elle est choisie, a la compétence pour intervenir sur cette partie. De son côté, le chef d'entreprise extérieure va définir les modes opératoires, c'est-à-dire comment son intervention va être organisée et va participer avec l'entreprise utilisatrice à l'analyse des risques liés aux interférences. Il informe ses salariés sur les risques et les mesures prises au plan de prévention et met en place les mesures précisées dans le plan de prévention. Alors, la jurisprudence va sacraliser cette notion d'inspection commune et d'obligation commune aux deux entreprises. Le juge, généralement, sanctionnera l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure pour défaut de plan de prévention. On vous a mis là 3 vieilles jurisprudences, mais qui sont toujours d'actualité. Le défaut de visite d'inspection commune, le défaut de plan de prévention, et le défaut de visite d'inspection préalable, alors que l'entreprise a souhaité s'en dispenser, est systématiquement sanctionné. Nos services, par ailleurs, on relève ce délit, c'est un délit puni d'une amende qui peut aller de 10 000 € par salarié concerné. Rien que pour l'année 2025, par exemple, en France, 44 PV ont été dressés par nos services, dont 6 rien qu'en PACA. Donc c'est vraiment un item sur lequel nous intervenons lorsque nous constatons des manquements. La Cour de cassation a rappelé que ce défaut de plan de prévention peut être une source de mise en danger de la vie d'autrui. 2 salariés, nous avons mis là 2 jurisprudences précédentes de 2024 et 2023,
où on voit des salariés d'une entreprise extérieure qui ont été blessés lorsqu'ils travaillaient sur un site industriel exploité par une entreprise utilisatrice. Et donc, la Cour de cassation va condamner les deux entreprises, l'utilisatrice pour ne pas avoir respecté les obligations relatives au plan de prévention, et l'entreprise extérieure pour cette absence de formation et d'information de ses salariés. On est sur le même cas en 2023, où on est sur une opération d'outillage portuaire, où un salarié, alors qu'il monte sur le portique, sur un portique de porte-conteneur, va chuter et il est décédé. Plus près de nous, dans le Var, il y a quelques temps de ça, nous avons également, Isabelle et moi, été amenés à intervenir sur un défaut de plan de prévention, où le plan de prévention avait été signé par une personne qui n'était pas dotée de la compétence et des moyens, et laissant à l'entreprise utilisatrice des aléas et l'improvisation. L'improvisation, justement, est l'ennemi du plan de prévention. Sur le protocole de sécurité, j'en dis un mot rapidement. Donc, le protocole de sécurité, je vous ai dit, c'est un dispositif particulier des préventions des risques pour les opérations de transport, de chargement et déchargement de marchandises. Le fait de faire pénétrer un véhicule dans une entreprise d'accueil, un véhicule de l'entreprise externe d'une entreprise d'accueil, est générateur de risques. Lorsqu'il s'agit d'une opération non répétitive d'un cas ponctuel, chaque opération va donner lieu à un protocole de sécurité spécifique. Lorsqu'il s'agit d'une opération spécifique, une livraison quotidienne, hebdomadaire, régulière, ces opérations impliquant toujours les mêmes entreprises, donc on est sur un caractère répétitif, on aura un seul protocole de sécurité qui pourra être établi dès la première opération et restera en vigueur durant toutes les autres opérations et mis à jour en cas de modification. Le protocole de sécurité pour l'entreprise d'accueil, c'est d'abord les consignes de sécurité qui concernent les opérations de chargement et de déchargement, les lieux de livraison et de prise en charge, les horaires de livraison, les modalités des consignes de circulation, les matériels et engins de service utilisés pour le chargement et le déchargement. C'est là aussi bien souvent, on laisse le transporteur seul avec son camion en train de se débrouiller pour savoir comment je vais décharger et il va aller prendre le premier chariot qu'il trouve. Et enfin, les moyens de secours, puisqu'il arrive sur un site qu'il ne connaît pas, les moyens de secours en cas d'accident. Pour le transporteur, il va falloir qu'il identifie son véhicule. Ce n'est pas pareil de venir avec 33 tonnes ou un 6 mètres cubes. La nature et le conditionnement de la marchandise, les précautions particulières résultant des produits transportés lorsqu'il s'agit de produits à risque spécifique. Merci. Je pense avoir conclu. Merci beaucoup Yves-Laurent. Donc on a effectivement un volet très réglementaire qui encadre aujourd'hui les plans de prévention et les protocoles de sécurité, toujours dans l'idée d'une entreprise extérieure qui intervient dans une entreprise utilisatrice. Notre enjeu avec Christopher, c'est justement, au-delà de cette réglementation, c'est de rentrer dans les bonnes pratiques et dans nos recommandations sur la mise en œuvre de ces plans de prévention et ces protocoles de sécurité. On partage un avis aussi commun, c'est qu'on a évoqué le seuil réglementaire des 400 heures pour avoir un plan de prévention écrit. Et finalement, notre recommandation, et on va le redire à plusieurs reprises, c'est que le plan de prévention, quel que soit le nombre d'heures effectuées au sein d'entreprises utilisatrices, il faut qu'il soit formalisé. L'oral, on sait, les paroles s'envolent et les écrits restent. Donc, nos préconisations du réseau de prévention s'appuient à la fois sur le cadre réglementaire, sur le recueil de bonnes pratiques, et puis également, on s'apercevra que les partenaires sociaux qui vous représentent au sein de nos comités techniques nationaux, donc les branches interprofessionnelles, se sont beaucoup impliqués aussi sur la problématique des interférences, des enjeux de coactivité. Comme le disait Yves-Laurent Dadoun, sur les 100 accidents mortels aujourd'hui en entreprise, 15 concernent les entreprises utilisatrices et les entreprises extérieures. Donc c'est pour nous un enjeu important. Des étapes clés en matière de prévention de ces interventions d'entreprise, c'est bien évidemment l'anticipation de l'évaluation des risques avant même l'intervention de l'entreprise extérieure sur le site. On est toujours dans l'enjeu de l'évaluation des risques, alors là, certes, qui s'applique aux entreprises extérieures. L'inspection commune préalable, qui va être un élément fondamental dans l'idée de la coactivité de sa gestion, comme le disait l'inspection du travail, cette inspection commune préalable, elle est obligatoire. Et c'est celle-ci en premier qui fait toujours défaut au sein des entreprises, et c'est ce que nous constatons dans nos interventions.
L'autre étape clé, c'est l'accueil, l'information des salariés d'entreprises extérieures. Oui, accueillir sur l'entreprise utilisatrice des salariés d'entreprises extérieures, c'est important et on verra. Et l'information des salariés également. On va vraiment battre aussi, je dirais, l'idée qu'un plan de prévention, ce n'est pas uniquement un document écrit parce qu'il en faut un, mais c'est aussi un document sur lequel on va pouvoir se positionner, sur lequel on va pouvoir faire une référence pour informer les salariés sur les risques auxquels ils sont exposés lorsqu'ils interviennent dans l'entreprise utilisatrice. Et bien évidemment, il faut que l'entreprise utilisatrice, il y ait aussi un encadrement et une coordination, aussi bien dans l'entreprise utilisatrice que dans l'entreprise extérieure. Pour essayer un petit peu de reprendre le processus d'une intervention, en entreprise, il y a, je dirais, 4 grands moments que va vivre l'entreprise utilisatrice. Il y a avant tout peut-être un besoin de travaux ou de prestations à mettre en œuvre au sein de l'entreprise utilisatrice. Pour cela, elle va consulter des entreprises pour pouvoir identifier au travers de celle-ci une entreprise qui pourra intervenir. Ça, on est dans cette phase de avant l'intervention de l'entreprise utilisatrice au sein de l'entreprise, on est avant l'intervention de l'entreprise extérieure au sein de l'entreprise utilisatrice. Ce moment, il est clé parce qu'il va falloir que l'entreprise utilisatrice fournisse à l'entreprise extérieure des éléments sur lesquels elle pourra se baser pour faire son offre de prix. Ces éléments, c'est essentiellement les principaux risques et les contraintes spécifiques à l'entreprise utilisatrice que va rencontrer l'entreprise extérieure. On va ici pouvoir peut-être fournir, et ça fait partie des bonnes pratiques, ce qu'on appelle un document socle, une forme de cahier des charges établi par l'entreprise utilisatrice, dans lequel on va retrouver un certain nombre de principes et de formalisation pour pouvoir faire en sorte que l'entreprise extérieure formalise son offre. Ce document socle, on va le revoir juste après. Une fois qu'on a reçu les différentes propositions des entreprises extérieures, on va pouvoir faire une commande et choisir et sélectionner celle qui pourra intervenir. Deuxième moment clé, toujours avant l'intervention, c'est cette fameuse inspection commune préalable qui est obligatoire. L'idée de cette inspection commune, elles doivent se faire sur site. L'idée, c'est de préparer l'intervention et c'est d'évaluer les risques ensemble entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure par rapport à l'opération qui sera définie. Et c'est là où on va définir également les moyens de prévention à mettre en œuvre. Bien évidemment, ici, le plan de prévention, autre élément important, va venir formaliser tout ce qui aura été dit au cours de l'inspection commune préalable. Et on reviendra sur le sujet du plan de prévention en vous proposant un modèle. Pendant l'intervention, nous sommes le matin, nous accueillons l'entreprise extérieure au sein de l'entreprise utilisatrice. Donc, il va falloir mettre en place un accueil et coordonner l'intervention. Et donc, il faudra nommer au sein de l'entreprise utilisatrice un interlocuteur qui sera le référent. C'est à ce moment-là aussi où peut-être il est nécessaire de revoir à nouveau le plan de prévention. Pourquoi ? Parce que celui-ci a été décidé bien en amont et il se peut que le jour de l'intervention, il y ait des éléments nouveaux qui interviennent et qu'il faudra peut-être faire un avenant à son plan de prévention. Alors, soit on peut faire un avenant au plan de prévention, ou alors on pourra peut-être réaliser un bon d'intervention, qui est une forme un peu d'annexe au plan de prévention, mais qui en fait est relative à l'instant T et de ce qui va être mis en œuvre durant la journée. Ça sera également le moment où on pourra établir un certain nombre d'autorisations et d'habilitations, et par exemple le permis de feu, qui est un élément aussi important. Une fois que l'intervention est terminée, il y a toujours un après-intervention où là, on va réceptionner les travaux ou la prestation. Et ça sera le moment pour l'entreprise utilisatrice de faire une évaluation à la fois de tout ce processus et de savoir si tout s'est bien déroulé tel qu'on l'avait défini ensemble. Et puis peut-être que c'est le moment ou jamais de réviser soit le document socle qu'on avait en amont avec notre cahier des charges, parce qu'il y a eu peut-être des dysfonctionnements, ou alors de revoir la trame du plan de prévention si on sent qu'elle était trop légère et qu'on n'avait pas effectivement identifié l'ensemble des risques. Donc tout ce processus d'intervention, il est important et on va rentrer dans chacun de ces éléments et notamment le premier, le document socle. Le document socle, c'est effectivement une forme de cahier des charges. Alors là, on vous propose ici un certain nombre de thématiques qui ne sont pas exhaustifs, mais qui permettent en tout cas déjà de poser les bonnes bases pour que l'entreprise extérieure puisse vous faire une offre en adéquation avec son intervention.
Le premier élément, c'est bien évidemment les risques qui pourraient être identifiés et les mesures de prévention associées par rapport à ces risques-là. Pour exemple, si on évoque le travail en hauteur, eh bien, il faudra peut-être, autour du travail en hauteur, se poser la question des moyens d'accès. Est-ce qu'aujourd'hui, le travail en hauteur nécessite un travail à l'échafaudage, à la nacelle, sur une plateforme individuelle roulante légère, qu'on appelle les fameuses PIRL, de manière à ce que l'entreprise extérieure puisse effectivement facturer, ou en tout cas commander ou réserver ce matériel, la nacelle, l'échafaudage et autres. Il ne faudrait pas arriver le matin, bien évidemment, avec son échelle sous le bras, ou que vous vous retrouviez à devoir financer à l'instant T une nacelle parce que ceci n'a pas été prévu au moment de la commande. On donnera également un plan de circulation qui va donner les accès à la zone de l'intervention. Ça, c'est important parce que peut-être que ce plan de circulation va remettre en cause les accessibilités, les moyens pour accéder à la zone d'intervention pour l'entreprise extérieure. L'organisation des secours, le planning prévisionnel de l'intervention, de manière à pouvoir aussi avoir un élément chiffré sur la durée de ce chantier, la description des moyens que l'entreprise utilisatrice peut mettre à disposition, notamment si, par exemple, l'entreprise utilisatrice souhaite mettre à disposition une nacelle ou qu'elle souhaite mettre à disposition effectivement des transpalettes électriques, par exemple, ou des gerbeurs ou des chariots automoteurs. Donc, elle va pouvoir vous dire ce qu'elle peut mettre à disposition. Néanmoins, cela va nous amener à un autre sujet tout à l'heure, c'est le prêt de matériel à une entreprise utilisatrice. Donc ça, c'est important au sein de cette intervention. On va également décrire les contraintes à prendre en compte. Oui, il y aura sans doute des contraintes, des interdictions justement d'utiliser du matériel. L'entreprise utilisatrice peut dire, écoutez, vous pouvez amener, ça peut être le cas, qu'on rencontrait Yves-Laurent Dadoun sur un des accidents, c'est le déchargement par exemple d'un camion avec une nouvelle machine. Et bien à un moment donné, l'entreprise utilisatrice peut dire, mais non, nous on ne mettra pas à disposition le chariot automoteur, à vous de trouver une solution. Ou pour la manutention du matériel dans l'atelier, à vous de trouver la solution parce que nous, il est hors de question qu'on mette à disposition nos palans ou nos pots roulants. Et puis, on va également faire une identification des zones de vie des entreprises extérieures, bien évidemment, le stockage, où on peut se garer, où on peut stocker son matériel. Vous voyez que dans ce document socle, on est déjà dans les prémices de ce que pourra être un plan de prévention écrit. Et donc, c'est des sujets qu'on envoie déjà à l'entreprise extérieure en amont pour qu'elle puisse aussi se positionner. Ensuite, on passe à cette phase d'inspection commune préalable. Vraiment un point important et qui fait défaut, comme je vous le disais, dans la majorité de nos entreprises. Alors, quand est-ce qu'on fait cette inspection commune préalable? Elle est toujours avant le début de l'intervention de l'entreprise extérieure, bien évidemment, bien en amont. Où il faut aller sur les lieux où va se dérouler l'opération. Ça, c'est important pour qu'on puisse comprendre les contraintes du site, comprendre les contraintes du lieu d'intervention et pouvoir effectivement s'organiser le plus en amont et recueillir des informations qu'on pourra après donner à ses salariés. Qui le fait? Responsable de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures et potentiellement des sous-traitants qu'on aurait pu missionner en plus par rapport à cette opération. Alors, la notion de délégation de pouvoir, Yves-Laurent Dadoun l'a évoqué, c'est vrai que dans les responsables d'entreprises utilisatrices ou d'entreprises extérieures, on peut avoir quelqu'un qui est délégué pour cette mission, mais pour qu'il soit effectivement reconnu dans cette délégation, on a évoqué les trois pouvoirs donnés en termes de responsabilité, d'autorité, de moyens et de compétences. Qu'est-ce qu'on fait pendant cette inspection commune préalable? Eh bien, on va délimiter le secteur d'intervention, on va repérer les risques d'interférence et on va prendre en compte les risques apportés par l'entreprise utilisatrice et ceux apportés par l'entreprise extérieure. C'est important de pouvoir prendre conscience des risques apportés par l'un et par l'autre. On va préciser les conditions de fourniture de matériel par l'entreprise utilisatrice et la participation éventuelle de personnes, de salariés de l'entreprise utilisatrice dans l'opération. On va indiquer les voies de circulation appropriées et les zones de stockage. On va pouvoir préciser les dispositions prises pour les institutions sanitaires, les vestiaires, les locaux de restauration. Est-ce que j'ai accès aux locaux sociaux? Est-ce que je pourrais bénéficier du réfectoire? Est-ce que je pourrais bénéficier d'un vestiaire? Ou est-ce qu'au contraire, on aura une base vie extérieure? Ou est-ce qu'au contraire, écoutez, il faudra se débrouiller autrement? Donc tout ça, il faut que ce soit précisé au démarrage. On va communiquer les règles et les consignes de sécurité propres à l'entreprise utilisatrice.
Celle-ci s'applique autant à l'entreprise utilisatrice pour ses propres salariés que pour les salariés d'entreprises extérieures. Donc, tout ce qui sera le permis de feu, les procédures de consignation des installations sont des éléments également à communiquer sur ces règles. On va répertorier les postes susceptibles de relever de ce qu'on appelle une surveillance médicale renforcée. On évoquait le sujet de l'amiante tout à l'heure, mais on est sur un sujet auquel on pourrait potentiellement exposer les salariés d'entreprises extérieures. Donc là, il faudra être alerté. Et puis, on va établir et rédiger un plan de prévention écrit, d'où le mot rédaction. Alors, ce fameux plan de prévention, on l'a dit en amont, il n'y a pas de modèle type. Chaque entreprise utilisatrice peut créer son modèle en fonction de ses risques, de ses besoins, de sa culture d'entreprise et de l'expérience des personnes qui sont impliquées. Ce qu'il faut, par contre, retenir, c'est qu'il y a quand même une thématique à garder. Ici, on vous donne un exemple de plan de prévention. C'est toujours des grands pavés qu'on va pouvoir retrouver. Le premier pavé, c'est les informations générales. Qui est l'entreprise utilisatrice? Qui est l'entreprise extérieure? Représentée par qui? Les coordonnées, la date de l'inspection commune, etc. Potentiellement les sous-traitants si l'entreprise extérieure fait appel à des sous-traitants. Donc là, on est vraiment sur un champ administratif. Deuxième pavé, tout ce qui sera instruction générale de sécurité, de santé au travail. Là, c'est rempli par l'entreprise utilisatrice. Donc, c'est là où on va rappeler les consignes de sécurité qui sont applicables sur son propre site. On va pouvoir y joindre un plan de circulation, et on verra juste après un exemple de plan de circulation. On va noter l'organisation des secours, les numéros d'urgence, les personnes à prévenir en cas d'incident. On va pouvoir également parler des moyens mis à disposition pour l'entreprise extérieure, les locaux, les produits, le matériel. On pourra évoquer l'infirmerie s'il en existe une, la zone de vie d'entreprise extérieure, les zones de stockage, les zones de déchets, les parkings, tout ça sera relevé. Exemple ici du plan de circulation, donc c'est l'accessibilité déjà au site, mais comment je circule sur le site et où je peux effectivement me garer, où c'est que je peux stocker et puis retrouver l'ensemble des locaux pour pouvoir se repérer. Troisième pavé, c'est l'évaluation des risques professionnels. Et bien là, on va rentrer, bien évidemment, dans la typologie, dans la famille de risques qu'on pourrait rencontrer. Là, c'est rempli par l'entreprise utilisatrice en concertation avec l'entreprise extérieure. Vous voyez ici que chaque risque est identifié. Alors, je ne dis pas que vous avez tous ces risques en entreprise chez vous, donc vous pourrez tout à fait mettre au goût du jour ce plan de prévention, mais en tout cas, il est suffisamment exhaustif pour ne oublier aucun seul des risques. On identifie le risque, et là, on identifiera la mesure de prévention associée. Donc, on retrouve les grandes familles de risques qu'on peut retrouver dans un document unique d'évaluation des risques professionnels, les risques de chute de hauteur, les risques liés aux circulations des engins et des véhicules, tout ce qui est lié aux manutentions manuelles, tout ce qui est lié aux manutentions mécaniques, et ainsi de suite, les agents biologiques, les produits chimiques, le travail isolé, et ainsi de suite. Donc, chacun des risques est identifié, et s'il est identifié, repéré, on va pouvoir décider ensemble des mesures de prévention associées. Enfin, les deux derniers pavés, c'est les moyens et les outils à mettre en œuvre. Donc, ce que pourra mettre à disposition l'entreprise utilisatrice, ce sur quoi elle interdit d'utiliser du matériel, tout ce qui sera également sur la fourniture des énergies, est-ce que je fournis l'électricité, l'eau, etc., ou c'est que je pourrais me brancher potentiellement, comment j'évacue les déchets sur le site, et puis on rappelle l'inspection commune préalable qui a été faite, et là on pourrait potentiellement également, comme on le disait, faire intervenir le CSE pour donner un avis sur ce plan de prévention. Voilà un exemple de plan de prévention. Il y a d'autres trames qui existent, bien évidemment. Il suffit de regarder. Si celui-ci vous convient, vous mettez votre logo et vous vous l'appropriez. Et ce plan de prévention sera écrit. Et notre recommandation, c'est que ce soit systématisé. Le jour de l'intervention, on va accueillir nos entreprises extérieures. Ça, c'est important, ce moment d'accueil, parce que c'est là où on va pouvoir refaire un point et s'assurer, bien évidemment, de la formation de nos salariés d'entreprise extérieure. On l'a dit en amont, l'entreprise extérieure, le chef d'établissement d'entreprise extérieure doit former ses salariés. Donc ici, c'est le moment ou jamais de vérifier que tout ce qui a été décidé ensemble, et notamment la transmission des consignes de sécurité dans le plan de prévention, est-ce que les salariés l'ont bien lu? Est-ce qu'ils l'ont compris? Donc ça, ce moment d'échange au démarrage de l'intervention est important. On pourra sans doute retransmettre des consignes de sécurité, on pourra cette fois-ci établir les permis de feu, rappeler les procédures de consignation, etc.
Et c'est peut-être un moment clé où on peut mettre soit à jour le plan de prévention, parce que entre l'inspection commune préalable, entre cette rédaction première et le jour de l'intervention, il y a peut-être des modifications qui sont arrivées, des interventions qui ont changé, des procédures qui ont été modifiées. Et bien c'est là où on va pouvoir mettre à jour le plan de prévention, ou alors on peut aussi, c'est une bonne pratique qu'on retrouve en entreprise, c'est rédiger un bon d'intervention. Ce bon d'intervention, là, on le vit dans le concret, dans le monde réel. On est au moment clé de l'intervention, et ben on refait un point avec les salariés présents sur les modalités d'intervention, le périmètre, les éléments autour des risques, l'idée que peut-être on avait prévu une nacelle et finalement le matin la nacelle n'est pas là. Alors comment on réajuste cette évaluation des risques et peut-être qu'on peut repenser le travail en hauteur avec la mise à disposition d'un échafaudage à ce moment-là. Donc ce bon d'intervention, il est vraiment écrit à l'instant même de l'intervention de l'entreprise et qui refait un check en fait sur ce qui avait été décidé ou ce qui a été modifié. Donc ça, c'est une bonne pratique qu'on peut retrouver au sein des entreprises. Donc là, vous avez un exemple de bon d'intervention que vous pouvez également mettre en œuvre. On va passer à un autre sujet, puisque là, on vient d'aborder les plans de prévention qui concernent des entreprises extérieures intervenant en entreprise utilisatrice. Et là, on a dit que ça peut être toute forme de prestations ou de travaux. On a parlé de gardiennage, on peut parler évidemment de travaux paysagers, on peut parler de travaux également sur les installations. Et là, on va rentrer, et Christopher va vous présenter ce qui est le cas des opérations de chargement-déchargement. Et là, on est dans le milieu du transport routier et entreprises utilisatrices qui utilisent des transports. Je laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, au niveau du transport routier avec des opérations de chargement-déchargement, on constate que les accidents du travail sont majoritairement dans l'entreprise d'accueil à hauteur de 70%, d'où l'intérêt de bien respecter ce protocole de sécurité. L'objectif de ce protocole de sécurité, vous aurez compris que c'est un document écrit entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure, comportant toutes les indications et informations découlant de l'analyse préalable des risques liés à l'opération. Et son objectif sera de coordonner les mesures de prévention et de sécurité entre les deux entreprises déterminées lors d'échanges préalables, avant l'arrivée du véhicule à l'adresse de l'entreprise utilisatrice, ou au plus tard au moment de son arrivée. L'entreprise de transport porte à la connaissance du personnel de conduite le protocole de sécurité et le met à sa disposition et l'informe qu'il est tenu de le respecter. En cas de sous-traitance, l'entreprise de transport devra donc mettre à connaissance du sous-traitant le protocole de sécurité et prévenir également l'entreprise d'accueil que l'opération sera donc assurée par un sous-traitant. Pour faciliter l'évaluation des risques liés aux opérations de chargement et déchargement et l'élaboration des mesures de prévention associées, il convient de prendre en compte 6 étapes comportant cette opération. Donc la première qui est l'arrivée à l'entreprise d'accueil, la deuxième étape, la circulation sur le site, la troisième étape, les manœuvres de préparation du véhicule, puis les opérations de chargement et déchargement, cinquième étape, l'arrimage, et enfin le départ. Et cette chronologie des opérations s'appuie sur des recommandations du socle transport routier de marchandises que l'on retrouve sur le site de Amélie. Au niveau du protocole cadre, vous devez remplir ce document en amont donc, des opérations de chargement et déchargement. Donc, il est à utiliser chaque fois qu'un échange préalable à l'opération est possible entre les entreprises, lorsque les opérations revêtent un caractère répétitif. Un seul protocole peut être établi. En revanche, lorsque vous avez une seule opération, vous avez aussi un modèle concis, un protocole concis de sécurité. Cette opération peut être faite directement entre le transporteur et l'entreprise d'accueil. Il est recommandé aussi un plan de circulation, comme on l'a vu tout à l'heure, avec une signalétique, que ce soit donc une signalétique horizontale ou verticale, avec un plan d'accès.
et de circulation. Là, vous avez un exemple d'un protocole de sécurité avec l'identification des deux entreprises, donc l'entreprise d'accueil et l'entreprise de transport. Vous avez également une rubrique avec les horaires des opérations de réception et d'expédition, le type de marchandises, est-ce qu'on est sur des denrées périssables, des matières dangereuses ou autres, le conditionnement également de ces marchandises, est-ce qu'on est sur des palettes, des colis, un conteneur. Vous avez aussi le type de véhicule accepté, les caractéristiques du véhicule. Est-ce qu'on est sur du transport frigorifique? Est-ce qu'on est sur un camion bâché depuis le sol? Vous avez aussi le type de matériel de prévention à prévoir. Est-ce qu'il y a un diable, des transpalettes à disposition de l'opérateur? Vous avez également le matériel mis à disposition par l'entreprise d'accueil. Est-ce qu'il y a un câble, un quai, un diable, transpalette électrique, etc. Vous allez aussi mettre à disposition la circulation dans l'entreprise d'accueil, donc on verra sur la diapositive suivante. Vous aurez aussi le déroulement de l'opération de chargement et de déchargement, qui réalise l'opération de chargement et qui réalise l'opération de déchargement entre les deux entreprises. Vous avez également la liste des risques, comme on l'a vu tout à l'heure, pour le plan de prévention, donc tout ce qui est opération les risques de chute de hauteur, les manutentions manuelles et les mesures de prévention associées. Vous avez aussi la nature, les mesures de sécurité. Est-ce qu'il y a des EPI obligatoires sur le site? Est-ce qu'il y a des caractéristiques spécifiques sur des risques chimiques pour les produits? Aussi, les contacts sur place pour les procédures d'alerte, qui je dois contacter en cas d'accident, la signature des deux entreprises et enfin, le plan de circulation. Donc là, on est dans le cas d'une entreprise où en haut du plan, vous avez une partie production, une partie aussi stockage en bas et tout en bas, vous avez donc des bureaux. Et on voit en vert toute la partie accessible par l'opérateur, donc toute la partie chargement et déchargement. Et tout en bas, entre deux zones qui ne sont pas accessibles par l'opérateur, vous avez un accès à la zone de secours et des toilettes. La suivante. Voilà. Donc, nous avons terminé cette présentation et nous allons donc répondre aux questions que vous avez posées. Voilà. Donc, il y a plusieurs questions intéressantes et on va les poser. Alors, de manière synthétique sur ce qu'on vient de se dire, vous avez compris qu'en fait, la réglementation, elle est quand même ancienne, 1992, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau qui encadre les plans de prévention. Et je crois que le protocole sécurité, c'est 1994, par un arrêté. Vous avez compris qu'en tant qu'entreprise utilisatrice, vous avez des obligations, ainsi que l'entreprise extérieure, mais c'est vrai que plan de prévention et protocole de sécurité sont toujours, en tout cas, à la main, normalement, d'entreprise utilisatrice. C'est vous qui devez initier le plan de prévention et le protocole de sécurité. Maintenant, effectivement, beaucoup d'entreprises extérieures vous sollicitent parfois, mais ça reste à votre main. Vous avez compris que l'inspection commune préalable est une étape fondamentale et qu'elle est obligatoire, et malheureusement, souvent, voilà, passée à la trappe. Vous avez compris que le plan de prévention écrit arrivé à partir de 400 heures ou si l'un des travaux appartient à la liste des travaux dits dangereux. Et vous avez compris que nos recommandations, c'est d'avoir des plans de prévention écrits systématiques. Vous aurez compris également que le protocole sécurité, lui, s'applique pour les opérations de chargement et de déchargement, qu'on peut avoir un protocole cadre, comme a été présenté par Christopher, qui fait partie en fait des opérations répétitives, c'est-à-dire que vous avez toujours les mêmes transporteurs avec qui vous travaillez l'année, donc ce protocole peut être établi en début d'année et est toujours en vigueur tant que l'opération n'a pas changé. Mais dans la vraie vie, effectivement, il y a des transporteurs que vous ne maîtrisez pas, qui arrivent un beau matin. Il vous revient à vous de mettre en place un protocole simplifié qui sera fait à l'instant T avec le chauffeur présent et qui permettra d'établir un certain nombre de consignes et de règles de sécurité avant de pouvoir mettre à quai son véhicule. Alors, sur les questions, je pense qu'il y a des choses qui vont relever de l'inspection du travail. Donc, concernant la communication du plan de prévention par l'entreprise extérieure à ses salariés,
Si le jour de l'intervention sur site, l'entreprise utilisatrice s'aperçoit que le plan de prévention n'a pas été communiqué aux salariés, quelles sont les responsabilités de l'entreprise extérieure et de l'entreprise utilisatrice qui fait valider aux salariés de l'entreprise extérieure qu'il a bien eu connaissance du plan de prévention? Je prends connaissance de la question. Qui fait valider aux salariés? C'est-à-dire qui fait valider l'entreprise utilisatrice, j'imagine. L'entreprise extérieure, lorsqu'elle intervient dans l'entreprise d'accueil, elle intervient sur la responsabilité de son chef d'entreprise ou du délégataire, donc pourvu donc, du moyen, des compétences et de l'autorité nécessaire. Donc celui qui va valider, c'est soit le chef d'entreprise, l'entreprise extérieure, soit la personne qui est délégataire de ses pouvoirs d'autorité de moyens. C'est pour ça que je vous ai présenté cette obligation ce triptyque important qui va faire que l'entreprise extérieure peut très bien décider de ne pas intervenir à partir du moment où elle estime qu'elle n'a pas eu les informations, que le fameux lundi matin, quand elle arrive sur site, si elle s'aperçoit qu'elle n'a pas eu les informations, que le plan de prévention n'a pas été signé, que le délégataire s'aperçoit que les consignes n'ont pas été passées, il peut très bien reporter son intervention le temps de cette mise à jour de ce plan de prévention et de s'assurer que l'ensemble des intervenants bénéficient de l'information appropriée. C'est vrai que c'est un des éléments sur un slide. Hein, l'entreprise extérieure doit former, communiquer à ses salariés les éléments du plan de prévention. Ça a été dit. D'ailleurs, le contenu de la formation, on l'a sur un des slides. À charge également, l'entreprise utilisatrice de vérifier, hein, c'est écrit sur le slide également, que ses salariés sont bien formés. C'est là où cette régulation au moment de l'intervention est importante, de voir si les consignes ont bien été passées. Et ce qui fait souvent défaut en termes de communication. Donc oui, il y a des obligations. Et quelle est la responsabilité? On dira qu'elle est partagée aujourd'hui. Oui. Sur la question si un plan de prévention peut être élaboré sur plusieurs années avec des mises à jour régulières, oui, bien évidemment, un plan de prévention peut être établi sur plusieurs années, mais bien évidemment, et vous aurez compris, c'est pour ça qu'on parlait des bons d'intervention, il faut qu'il fasse l'objet d'une mise à jour régulière parce que l'entreprise vit, parce que vous avez des choses qui évoluent, qui sont modifiées, des contraintes de production qui fait qu'on n'intervient peut-être pas dans les mêmes conditions. Alors oui, il peut être élaboré pour plusieurs années et oui, il faut qu'il soit mis à jour de manière régulière et dès que nécessaire. Et c'est intéressant aussi peut-être de rechecker le matin au début d'une intervention que les consignes ont toujours été bien comprises par tout le monde. Le juge, la jurisprudence retient qu'à partir du moment où le plan de prévention n'est plus en conformité avec les conditions de travail, les conditions d'emploi, c'est comme s'il n'y avait pas de plan de formation. La non-conformité correspond à une absence de plan de formation, de plan de prévention, pardon. Là-dessus, les juges sont clairs. Alors, un plan de prévention type photocopie, bateau, copier-coller équivaut à une absence de plan de prévention. Si cela ne correspond pas à la réalité du travail fourni, du travail à fournir. Dans quel cas le protocole sécurité est-il obligatoire? Est-ce que c'est selon la taille de la livraison ou juste pour des colis d'1 kilo? Alors, d'une manière générale, si on reprend le champ réglementaire, il est obligatoire dans tous les cas. Dans tous les cas, quelle que soit la taille de la livraison. Alors, peut-être que dans votre question, c'est peut-être le sujet de la messagerie. C'est là où il y a certaines opérations de chargement, de déchargement, sont plus compliquées à encadrer. Et c'est là où nous, on intervient sur l'idée que soit on est avec une messagerie qui vient de manière régulière et on peut établir un protocole cadre, soit effectivement on est sur une messagerie ponctuelle et là on pourra éventuellement rappeler le protocole simplifié, en tout cas les règles spécifiques à ce déchargement à un instant T. Et bien évidemment, comme disait Christopher, l'importance au sein de vos établissements d'avoir aussi tout un balisage, une signalétique verticale, horizontale, avec des panneaux qui relatent la vitesse, le point où je peux livrer, le point de réception, la règle s'il faut mettre un gilet fluo sur les épaules. Enfin, tous ces éléments-là, il faut qu'ils soient peut-être rappelés aussi à l'entrée de votre site. C'est très important. Lorsqu'il y a des livraisons régulières pour l'entreprise extérieure, qui doit élaborer le plan de prévention? Alors, comme je venais de le dire, pour les livraisons régulières, on parle bien du protocole de sécurité. Hein. Le plan de prévention, c'est pour les autres opérations. Tout ce qui est chargement, déchargement, c'est du protocole sécurité. C'est à la charge de l'entreprise d'accueil. Donc,
c'est celle qui accueille le transporteur. Donc, c'est à cette charge-là, bien évidemment. La taille d'entreprise externe ne permet pas toujours de faire la visite préalable quand les sites clients sont nationaux, manque d'effectifs. Est-ce que le PDP rédigé le jour même est OK? Alors, il pourra être OK s'il est rédigé conformément à la réglementation, avec une visite d'inspection commune, avec un temps de formation, un temps d'échange, de communication entre les responsables des deux entreprises, un temps de rédaction, un temps de prise de connaissance par les intervenants. Le plan de prévention signé à la va-vite sur le capot du véhicule, ça ne va pas être acceptable. Un document sur lequel on va prendre le temps de prendre connaissance du site, de visiter le site, d'échanger et de permettre l'intervention de l'entreprise, oui, le plan de prévention peut être fait le jour même. Très bien. Alors, effectivement, dans le cas de ce qui est aide à domicile, est-ce que le plan de prévention s'applique? Non, pas dans ce cadre-là. Alors, bien évidemment, ce qui s'applique, c'est l'évaluation des risques au moment de l'intervention de vos salariés au domicile des bénéficiaires. Il y a toujours cette visite préalable qui va permettre de faire une évaluation des risques et de compléter votre document unique et d'établir peut-être un mode opératoire sur l'intervention dans tel ou tel domicile. Mais bien évidemment, le plan de prévention ne s'applique pas. Je redescends un petit peu dans les questions parce qu'il y en a eu beaucoup. Je vois que c'est un sujet qui vous intéresse. Oui, sur le plan de circulation, est-ce que les informations de type DAE, extincteur, trousse de premier secours, vitesse, oui, bien sûr. Alors là, on est d'accord. Ces informations doivent être présentes sur votre plan de circulation. Est-ce que vous recevez le support papier? Oui, tout à fait. Toute la présentation vous sera transmise à la suite. Et d'ailleurs, sachez que c'est un webinaire qui est enregistré. Donc également, il y aura un lien qui vous permettra de revisionner ce webinaire. L'entreprise utilisatrice, au-delà de solliciter la documentation réglementaire de la visite médicale auprès de l'entreprise extérieure, doit-elle vérifier que la visite médicale des salariés extérieurs est toujours valable lors de l'opération? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Non, le salarié de l'entreprise extérieure qui intervient sur la responsabilité de son chef d'entreprise, du chef de l'entreprise extérieure. Si on regarde les risques, de la nature des travaux à exécuter, l'entreprise extérieure n'a pas la capacité de justifier de la formation et de la compétence et donc de l'état de santé de ses interlocuteurs, l'entreprise utilisatrice pourra effectivement demander à son médecin du travail un suivi. Mais le point d'entrée, c'est d'abord la responsabilité de l'entreprise extérieure qui met à disposition, qui fait intervenir son personnel dans l'entreprise utilisatrice. Très bien. Autre question, livraison sur un parking est-il obligatoire? Tout dépend de la configuration de l'entreprise sur laquelle je vais venir effectivement charger ou décharger. Vous avez le cas de livraison en centre-ville, par exemple, où aujourd'hui, il n'y a pas de parking, on est souvent garé en double voie. Ça me faisait penser ce matin, je venais et j'avais un cafetier qui se faisait livrer. Oui, mais excuse-moi, mais si la finalité, c'est la livraison dans l'entreprise utilisatrice, oui, que le parking soit situé à l'extérieur de l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, soit dans le public ou pas, le protocole de sécurité va l'intégrer dans le fonctionnement de l'entreprise utilisatrice. C'est-à-dire que l'entreprise utilisatrice va devoir prendre en compte le fait que cette livraison va avoir lieu sur la voie publique et donc va devoir examiner avec l'entreprise extérieure les modalités et les préventions des risques. C'est tout à fait ça, tu as raison. Dans le protocole sécurité, on intègre le fait que la livraison pourra se faire peut-être sur la voie publique, ce qui interpelle l'entreprise de transport sur les modalités de stationnement, les horaires d'accès effectivement à certaines rues et autres. Donc ça. L'entreprise utilisatrice pourra souvent reprocher reprocher un manquement s'il y a un accident sur la voie publique, alors qu'elle se faisait livrer pour elle. C'est assez difficile à comprendre. C'est comme ça. Alors, tout type d'intervention d'entreprise de travaux. Alors, oui, le plan de prévention concerne tout type d'intervention d'une entreprise extérieure. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on disait. C'est très. Dès qu'une entreprise extérieure arrive chez vous, met un pied dans votre entreprise pour une intervention quelconque, ça devient une entreprise extérieure soumise à une inspection commune préalable et bien évidemment un plan de prévention qu'on va amener écrit, c'est notre recommandation, quel que soit le nombre d'heures effectuées.
Enedis entre-t-elle dans la catégorie des chantiers civils exonérés, remplacement des répartiteurs? Effectivement, ça ne relève pas C'est du... une bonne question. Pour moi, on n'est pas, du moment où le chantier n'est pas clos et indépendant et qu'ils interviennent dans l'entreprise, ils sont soumis à un plan de prévention. En plan de prévention, on est tout à fait. C'est ce qui dissocie en fait aujourd'hui ce qui relève des chantiers clos et indépendants, qui là relève d'une autre réglementation. On parlera plutôt cette fois-ci d'autres acronymes comme PGC, PPSPS et ainsi de suite. Mais quand on est en dehors de ces chantiers clos indépendants, c'est le décret de 92 qui s'applique. Donc on est sur les plans de prévention. On va terminer avec les dernières petites questions. Est-ce qu'une inspection commune préalable envoyée par mail non effectuée physiquement sur site est-elle acceptable? En fait, c'est voilà, mon inspection commune, je le fais à distance, en visio. Est-ce que c'est acceptable? Elle sera très contestable. Elle sera très contestable parce qu'il n'y aura pas eu d'examen physique, matériel des conditions de travail. Une visite Google Street, non, c'est compliqué parce que il faut que l'entreprise extérieure intègre toute la prévention des risques de l'entreprise utilisatrice et bien souvent en distanciel ou par simple mail, des points vont leur échapper. Donc, non, effectivement, devant un juge, ce sera effectivement sans doute inacceptable. Alors, et le danger, c'est l'improvisation, c'est-à-dire que le jour dit, l'entreprise va s'apercevoir que ce qu'elle avait constaté, qu'il n'y avait pas de portail, qu'il n'y avait pas de rampe, qu'il y avait un escalier, elle va se rendre compte qu'il va lui manquer du matériel, il risque de lui manquer des équipements. Et c'est là qu'on est dans l'improvisation. L'improvisation étant l'ennemi de la prévention. Alors, est-ce que le plan de prévention est un document annuel? Il est mis à jour autant que nécessaire. Voilà. Ce que dit la réglementation, c'est que tant que, notamment je pense au protocole sécurité, tant qu'il n'y a pas de changement dans l'opération, il n'y a pas lieu de refaire chaque année. Maintenant, si c'est un choix d'entreprise de refaire une passe tous les débuts d'année avec ses entreprises extérieures ou avec ses transporteurs, de manière à rappeler un certain nombre de choses parce qu'il y a eu des écarts, des dysfonctionnements, bien évidemment, le plan de prévention peut être revu de manière annuelle. Mais si l'opération n'a pas changé, si le périmètre d'intervention n'a pas changé, si les modalités d'intervention n'ont pas changé, il peut rester tel quel. Le plan de prévention est un outil du document d'évaluation unique d'évaluation des risques. C'est un outil qu'on va intégrer dans le DUR. Donc, le DUR est mis à jour autant que possible chaque année et à chaque évolution de l'évolution des risques. Et donc, voilà, la périodicité appartient à l'entreprise, aux entreprises. Est-ce que l'entreprise utilisatrice doit communiquer à ses salariés l'intervention d'entreprises extérieures pour travaux? C'est lié à la notion d'interférence. À partir du moment où les salariés de l'entreprise utilisatrice sont sur un risque d'interférence avec l'entreprise intervenante extérieure, oui, il y a cette obligation de formation et de communication. Et de communication, bien évidemment. Il faut que vos salariés soient informés d'une entreprise qui potentiellement pourrait interférer avec leurs propres activités et donc présenter des risques, bien évidemment, dans l'interférence aujourd'hui. Je crois qu'on est arrivé au bout de nos questions. En tout cas, je vois que le sujet vous a vraiment passionné. Dans tous les cas, on va pouvoir donc refermer ce dernier webinaire de l'année 2025 autour des protocoles de sécurité et des plans de prévention. On vous donne en tout cas rendez-vous en 2026 avec une nouvelle trilogie de rendez-vous santé, sécurité au travail. On peut déjà vous annoncer qu'on aura un sujet autour des conduites addictives. Ça reste un sujet aussi qui passionne. Et ce rendez-vous sera plutôt en présentiel, bien évidemment, parce qu'on aura beaucoup d'échanges autour de la consommation d'alcool, de tout ce qui peut être substance psychotrope au cœur du travail. Donc, grand sujet. Autre sujet autour de l'intérim aussi, puisque on est aussi sur un sujet qui nous sommes mobilisés parce que la sinistralité est toujours aussi importante, parce que en tant qu'entreprise utilisatrice, vous avez des obligations aussi dans l'accueil, la formation, le parcours d'intégration de votre intérimaire, d'autant que la tarification a beaucoup évolué sur le sujet. Donc, ce sont deux grands sujets
en 2026 qu'on pourra vous présenter. Et puis, merci en tout cas de votre écoute, de vos questions. Et puis, rendez-vous en 2026. À bientôt. Au revoir. Au revoir.